Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui va porter sur les risques climatiques et durabilité. Ce webinaire s'insère dans le cadre du cycle Zoom qui, pour rappel, a pour objectif de présenter les fondamentaux sur des sujets divers. Donc, on a déjà fait des webinaires sur la communication extra-financière, le risque cyber et S2. Et si ces sujets peuvent vous intéresser, vous pouvez trouver les replays sur la chaîne YouTube de l'IA. Donc, ce présent webinaire vous est présenté en collaboration avec les groupes de travail communication extra-financière et changement climatique et ORSA. Et donc, je vous propose de présenter les participants à ce webinaire qui ont accepté de vous présenter leur avancement, entre autres, ainsi que les premières réflexions sur ce sujet. Et donc, je vous propose de présenter par ordre alphabétique donc Baptiste Bréchot. Baptiste est associé de Deloitte. Il conseille les directions finances et risques des groupes d'assurance dans la transformation de leur activité. Baptiste est actuaire et a débuté sa carrière à AXA France avant d'être en charge des affaires comptables à France Assureur. À l'Institut des actuaires, il est membre de la commission comptable. Baptiste est particulièrement impliqué dans les groupes de travail IFRS 17, Belle Solvabilité 2, communication extra-financière. Ensuite, Anne-Sophie Musset. Donc, Anne-Sophie est ingénieure de formation à l'École centrale Paris et a une expérience de 14 ans en actuariat à vie sur les périmètres actifs, produits et risques. Engagée sur les problématiques climatiques, Anne-Sophie s'implique pour accélérer la transformation de l'assurance pour et avec le respect des normes environnementales, sociales et de biodiversité. Au sein de l'Institut, Anne-Sophie anime le groupe de travail changement climatique et ORSA et co-anime le groupe de travail communication extra-financière. Ancienne sportive de haut niveau, Anne-Sophie est également cofondatrice d'une société de l'économie sociale et solidaire, créant des boucles circulaires et locales autour des déchets, coach certifiée et animatrice de la fresque du climat. Bienvenue Anne-Sophie. Ensuite, Catherine Soulard. Catherine est actuaire diplômée de Lauria et a exercé différents postes dans différentes structures de réassurance, audit, groupe de protection sociale, y compris en tant que directrice technique du groupe Humanis, puis du groupe AG2R La Mondiale, et ainsi que des cabinets de conseil. Elle est actuellement associée du cabinet Toby en charge de l'activité actuariat, risque et RSE. Particulièrement attentive aux enjeux sociaux et environnementaux, Catherine a suivi le master développement durable et organisation de l'Université Paris-Dauphine et a réalisé son mémoire sur la place de la santé environnementale dans la stratégie des assureurs en France. Et au sein de l'Institut des actuaires, Catherine est membre du conseil d'administration, co-animatrice du groupe de travail communication extra-financière et animatrice de l'atelier RSE et reporting. Bienvenue Catherine. Petite information, donc n'hésitez pas, l'idée c'est que le webinaire soit assez interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire au niveau du chat. On essaiera de faire 2 sessions de réponses au milieu du webinaire et à la fin. Et donc sans plus attendre, je laisse la parole à Anne-Sophie pour débuter. Merci Inès et bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce sujet risque climatique et durabilité. J'ai la lourde tâche de faire l'introduction à tout l'échange qui va ensuite avoir lieu. Et pour démarrer, donc groupe de travail communication extra-financière et sous-groupe de travail risque climatique dans l'ORSA qui aujourd'hui sont partenaires pour pouvoir vous présenter le webinaire d'aujourd'hui. Simplement évoquer que toutes les bonnes participations sont évidemment ouvertes. Donc si ces sujets vous intéressent, soyez les bienvenus. Le groupe de travail extra-financier, on s'est séparé en 4 sous-groupes et puis on copilote tous ces éléments-là à travers le prisme de l'actif, du risque, du produit et de la RSE et du reporting pour couvrir vraiment toute la transversalité de ces sujets-là. Et puis, de son côté, le groupe de travail changement climatique ORSA aborde plus spécifiquement le sujet de l'ORSA en tant que tel. Et même si dépendant de la commission YARD, on cherche aujourd'hui à l'aborder sous un prisme évidemment non-vie, mais également vie. Donc, en termes d'introduction, ce qui nous paraissait important, c'est de vous parler de définition. Et lorsqu'on parle de risques climatiques, on peut les présenter sous forme de 3 types de risques. On va avoir les risques physiques d'une part, les risques de transition, et puis les risques de responsabilité ou d'image qui peuvent être en soi être intégrés dans un risque de transition, mais qui finalement sont tellement importants aujourd'hui qu'ils peuvent être vraiment dissociés et considérés comme des risques à part entière, comme une catégorie spécifique. Le schéma de droite, qui est un schéma qui est issu de la TCFD, qui est une task force pour le climat, qui œuvre sur ces sujets climatiques depuis plusieurs années au niveau mondial, a catégorisé et proposé une catégorisation qui est aujourd'hui reprise dans un certain nombre de travaux et même au niveau réglementaire.
C'est-à-dire que les risques de transition sont dissociés en 4 typologies de risques: les risques politiques et légaux, les risques technologiques, risques de marché et puis ce fameux risque de réputation que je vous évoquais comme un risque à part entière, mais qui peut être aussi considéré dans ce prisme de risque de transition. Pour donner des exemples très rapides, risque politique et légal, on va être sur par exemple, augmentation de prix carbone ou certains durcissements qui vont être liés à des lois autour des diminutions des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, sur certains secteurs. Le risque technologique, si on ne parle pas d'un point de vue climat, mais d'un point de vue historique, par exemple, sur la vision purement technologique de Nokia, qui ne croyait pas spécialement à l'arrivée des smartphones, a globalement périclité dans cette évolution-là. Un risque de marché, ça va être celui plutôt des acteurs, des services qui seraient moins dommageables et donc des clients qui iraient sur des marchés avec ces services moins dommageables. Et la réputation, je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser des éléments. Par rapport au risque physique, il est dissocié en 2 types de risques, les risques qui vont être aigus et puis les risques chroniques. Et ce qui est intéressant sur le schéma en haut à gauche, qui est en source de France Assureur, anciennement FFA, c'est d'appréhender finalement risque de transition et risque physique comme un équilibre entre les deux. C'est-à-dire que si aujourd'hui on met en place beaucoup d'éléments de transformation et qui opèrent à une transition, forcément les risques seront plus accrus et permettront potentiellement d'atteindre ou de rester en dessous des 1,5 degrés à 2 degrés de réchauffement. Et puis si à contrario on œuvre assez peu et donc on a peu de risques de transition, les risques physiques seront effectivement majeurs, notamment dans une perspective à évolution de 5 degrés. L'autre point très intéressant qu'on voulait vous donner, c'est le fait qu'il y a à la fois des risques et des opportunités. Et ça, c'est ce que préconise en l'occurrence la TCFD. Ce que vous voyez dans le schéma en haut à droite, c'est qu'en face des risques, finalement, il y a des opportunités pour aller vers des secteurs avec une efficience énergétique, avec des produits et services qui seraient plus orientés vers une économie plus durable, et ainsi de suite sur ces opportunités possibles. Au niveau du risque de responsabilité et d'image, on a pris ici 2 exemples. Un exemple à la fois, entre guillemets, à risque en tant que tel, et puis un exemple en opportunité, avec d'un côté un acteur qui est poussé et qui aujourd'hui soutient l'énergie fossile en Russie, et puis un autre acteur qui, au contraire, décide d'arrêter toute expansion pétro-gazière, et donc qui est évidemment une image positive. En parallèle de ces risques climatiques, un élément majeur, c'est le sujet de la durabilité. Depuis la réglementation SFDR, donc la Sustainable Finance Disclosure Regulation, vous avez une définition de ces risques en matière de durabilité qui correspondent à un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social, gouvernance, appelé ESG, qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur des investissements. En parallèle de cette définition qui est finalement très dans un risque directement sur les investissements, une des définitions très importantes et qui met finalement toute la réglementation qu'on va aussi voir derrière au niveau européen dans un prisme particulier, c'est le principe de double matérialité, c'est-à-dire de considérer l'ESG comme étant un risque sur une valeur d'investissement, mais également de considérer que les investissements en tant que tels ont un rôle à jouer sur les critères ESG et en l'occurrence peuvent avoir des incidences négatives sur ces éléments ESG. Voilà pour les définitions. On voulait également prendre des exemples récents par rapport à ce qui pouvait illustrer l'importance des risques climatiques dans le monde assurantiel. Vous avez en haut à gauche un extrait sur la cartographie prospective des risques faite par France Assureur, qui établit un classement à partir des sociétés d'assurance, en l'occurrence, en direct avec les directeurs des risques, et qui permet d'établir par le biais d'un sondage et de différents échanges un classement des risques majeurs qui sont identifiés. Et donc, vous pouvez ici constater que le dérèglement climatique et les catastrophes naturelles exceptionnelles sont des sous-risques par rapport aux risques environnementaux, et qu'en parallèle des catégories type environnemental, type technologique, comme on le voit là sur les cyberattaques, risques politiques, réglementaires et finalement 6 catégories de risques complètes, c'est le risque climatique qui ressort dans les numéros 2, numéro 3 et qui est de plus en plus en haut de la chaîne. Sur une approche risque physique également, France Assureur a fait une étude sur l'impact du changement climatique à horizon 2050, qui est une étude mise à jour parce qu'ils avaient déjà produit ce type d'analyse pour 2040 il y a quelques années.
Ce qu'il en ressort, c'est que finalement, le climat en tant que tel est responsable donc, de l'évolution du coût que vous pouvez voir entre la période 89 à 2019, 74 milliards à 143 milliards entre 2020 et 2050. Vous avez une forte hausse et dans cette forte hausse, vous avez 70% qui est lié effectivement au changement climatique. Et donc, la cause du changement climatique sur les catastrophes naturelles qui sont ici évaluées, notamment la sécheresse, l'inondation, la submersion marine et les tempêtes, est effectivement clé quant à l'évolution d'un coût majeur et qui laisse penser à une évolution de ce monde assurantiel. Un dernier point, c'est le Global Risk Report de 2022, qui est un peu un pendant finalement de la cartographie prospective des risques orientés assureurs d'en haut à gauche, mais qui cette fois-ci a été faite au niveau mondial, auprès de 12 000 leaders et dans un peu plus d'une centaine de pays. Et lorsque la question a été posée sur les risques majeurs à horizon à la fois 2 ans, puis 5 ans, puis 10 ans, à horizon de 10 ans, les 3 premiers risques qui sont évoqués sont des risques de type environnementaux, avec en numéro 1 celui de l'échec d'action climatique. C'est-à-dire on se situe à 10 ans et le pire qui puisse arriver, c'est finalement de ne pas réussir à avoir une action climatique qui ait un effet. Et ils ont également étudié quelque chose d'intéressant qui parle du risque de transition pour évaluer l'impact de transition qui serait désordonnée. Une transition désordonnée, c'est finalement une transition qui serait tardive, qui ne serait pas anticipée et qui nécessiterait soit de le réaliser trop tardivement et de manière très abrupte, et il a été estimé qu'en définitive, suivant les secteurs, l'impact n'est pas le même, mais que certains secteurs qui seraient particulièrement touchés, et notamment les activités carbone intensives, qui sont quand même très liées à des industries majeures pour la vie de nos sociétés actuelles, pourraient avoir des conséquences sur la stabilité financière qui seraient très conséquentes, et notamment une baisse de 18% sur le PIB mondial. On parle de risque climatique, on fait un rapide focus sur la biodiversité, qui est aujourd'hui et heureusement considérée comme un lien majeur par rapport au risque climatique, c'est-à-dire que les deux ne peuvent pas se dissocier, la biodiversité est clé. En rapide définition, la biodiversité, c'est bien l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Donc, pour résumer, c'est des espèces, des diversités au sein d'une espèce et l'écosystème qui les entoure. Une étude de l'OCDE a démontré que les services écosystémiques gratuits qui étaient rendus par la biodiversité, ce que vous voyez dans le carré rond en couleur orange, vert et marron, tous ces services écosystémiques qui vont de la pollinisation à un service en eau, à aussi à un équilibre systémique entre les espèces, au cycle des nutriments, etc. Tous ces services écosystémiques avaient un coût entre 125 et 140 milliards de dollars, ce qui est effectivement très conséquent. Un papier intéressant pour aller un peu mieux analyser ces sujets-là et comprendre comment fonctionne la biodiversité, c'est celui de France Assureur sur l'assurance et biodiversité, enjeux et perspectives, dont on vous a mis le lien, qui permet d'appréhender ces services écosystémiques, les pressions que des investissements et des entreprises peuvent faire sur la biodiversité et évaluer dans quelle mesure l'assurance peut jouer un rôle, tant par la souscription que par les investissements. Pour avoir 2 chiffres en tête et 2 points importants en tête, on a voulu vous présenter la perte de biodiversité et stabilité financière, qui est un papier de la Banque de France, qui date de fin 2021. En vous présentant, par rapport à ces services écosystémiques, la dépendance auquel le système financier était lié. Ils ont pris les institutions financières françaises et ils ont évalué dans une approche, je vais parler de scope 1 et scope 2, donc, je ne sais pas si les scope 1, scope 2, scope 3 sont des choses que vous maîtrisez. D'un point de vue carbone, le scope 1, c'est destiné à tout ce qui est l'activité de production en tant que telle d'une entreprise. Le scope 2, ça va être toutes les émissions qui sont liées à l'énergie utilisée par cette entreprise. Et le scope 3, c'est tout ce qui est en amont, donc les fournisseurs, et tout ce qui est en aval, les clients, et ainsi de suite. Et donc, d'un point de vue biodiversité, pour étudier une entreprise et sa dépendance aux services écosystémiques, il est possible de le faire également de cette manière-là, en scope 1, scope 2, scope 3. Et ils ont étudié tout cela dans une approche scope 1, scope 2, sans regarder le scope 3. Et donc, il y a évidemment, sans considérer là où il y a des clients et des fournisseurs, une possibilité d'avoir 0 service écosystémique qui sont sous-jacents. Si on regardait l'ensemble des scopes, évidemment, aucune entreprise ne pourrait être sans lien à un écosystémique de biodiversité. Et sur cette analyse-là, ils ont retrouvé que
quasiment la moitié, 42% du portefeuille avait un risque physique majeur finalement, était dépendant de manière forte à au moins un service écosystémique. Et en particulier sur tout ce qui était lié au service écosystémique de l'eau en surface et de l'eau souterraine. C'est appréhender la biodiversité sur une approche de risque physique. Et puis le risque de transition, il va être appréhendé par le biais des pressions que peuvent exercer l'investissement sur la biodiversité, considérant que si une entreprise fait pression sur la biodiversité, il est vraisemblable que dans une perspective de transition, il y ait une loi qui soit mise en œuvre dans ce secteur-là pour dire tout simplement que l'entreprise va trop loin par rapport à ses impacts sur la biodiversité et nécessitera donc de durcir et d'appréhender de manière différente son activité. Et l'un des indicateurs que vous pouvez voir ici qui est utilisé, c'est un MSA kilomètre carré, donc c'est le Mean Species Abundancy, donc l'abondance moyenne d'espèces au kilomètre carré. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez, sur toujours le portefeuille étudié, 130 000 kilomètres carrés qui sont en équivalent artificialisé, soit 24% de la surface de la France métropolitaine. Et dans une approche dynamique, chaque année, ça correspond à la surface de Paris qui va être artificialisée du fait des entreprises dans lesquelles les institutions financières investissent. Pour conclure sur cette introduction, il nous apparaissait nécessaire d'évoquer des experts, et en l'occurrence le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui a été créé en 1988 et qui, si vous n'en avez pas entendu parler, a sorti 2 de ses 3 rapports pour son 6e rapport global qui a démarré en 2014. Depuis 1988, tous les environ 7 ans, il réalise un rapport d'envergure mondiale pour évaluer de manière détaillée l'état de connaissances à la fois scientifique, technique et socio-économique liés au changement climatique. Depuis 6 rapports, ils disent spécifiquement la même chose, ils sont juste de plus en plus sûrs quant aux résultats analysés. Et en l'occurrence, pour le groupe 1, qui est là pour évaluer la connaissance technique en tant que telle de l'évolution du changement climatique, il est aujourd'hui avéré que l'homme, c'est-à-dire l'activité anthropocène, est à 100% ou 99,9%, en tout cas de manière pratiquement certaine, responsable de l'évolution et des 1,07 degrés que nous avons constatés et qu'ils constatent dans le rapport qu'ils ont publié en août dernier. Et puis le deuxième groupe qu'on constitue le GIEC est celui orienté plutôt sur les conséquences, donc c'est en l'occurrence sur l'adaptation et la vulnérabilité, qui est paru le 28 février dernier et qui, lui, met en exergue qu'environ 3,5 milliards d'individus sur la planète sont directement vulnérables du fait du réchauffement climatique, que cette vulnérabilité est disparate suivant les régions et entre les régions, et que finalement, on a encore un rôle à jouer pour mettre en place des mesures d'adaptation et d'atténuation à court terme. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en mars prochain, enfin à la fin du mois, le groupe 3 sur l'atténuation va partager des solutions possibles pour mettre en place des atténuations en direct. Donc en conclusion, si vous n'avez pas lu ces rapports, vous avez des résumés décideurs qui font une 40aine de pages et qui sont très lisibles et très pertinents pour appréhender les risques climatiques et de durabilité. Je laisse la main à Catherine. Merci Anne-Sophie. Donc, en matière de calendrier, en fait, il ne vous aura peut-être pas échappé qu'on est en train de vivre une sorte de révolution, une sorte d'effervescence réglementaire. Alors, on ne peut pas faire tenir tous les textes réglementaires sur un seul et même graphique. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est plutôt un zoom en matière de risque. Et encore, on a ciblé sur une période donnée qui est la période 2021-2022. Donc, si on fait le zoom sur cette thématique-là et sur cette période, on constate différentes choses. En fait, on a, tant au niveau national qu'au niveau européen, au niveau international, un certain nombre de textes en fait, qui ont été produits. Donc, si vous regardez d'abord au niveau national, le premier exercice mené par la CPR, qui est l'exercice pilote climat, qui a démarré en juillet 2020 et dont les résultats ont été produits et analysés, publiés en mai 2021, constitue un socle assez important de travaux en matière de risque climatique. Plus récemment, c'est-à-dire le 17 février, il y a juste quelques jours, l'ANCPR a publié une note en matière de gouvernance des risques liés au changement climatique, une note assez pédagogique qui a vocation plutôt à inspirer l'ensemble des organismes d'entreprise.
en matière de gouvernance, avec l'intérieur un certain nombre d'actions assez concrètes qui peuvent donner quelques idées à l'ensemble du secteur de l'assurance. Et puis enfin, on n'a pas encore la date, mais on sait qu'a priori, peut-être courant 2023, on devrait avoir un nouvel exercice de stress test climat. Donc, on aura de quoi reproduire cet exercice. Au niveau européen, alors là, on a pas mal de travaux, tant au niveau de l'EIOPA qu'au niveau de la Commission européenne. Alors, pour essayer un peu de structurer l'ensemble des sujets qui ont été abordés par l'EIOPA, qui a déjà démarré depuis 2019, l'ensemble de ses travaux en matière de durabilité. Mais là, encore une fois, si on fait le focus sur 2021-2022, on a déjà une première vague de travaux de papier qui ont été émis par l'EIOPA concernant l'inclusion potentielle du changement climatique dans la formule standard CatNat. Donc, on a eu une phase de consultation, c'était entre début décembre 2020 jusqu'à fin février 2021, qui ensuite a été suivie par la production d'un document méthodologique plus récemment, fin juin 2021. Donc, premier domaine d'étude. Autre domaine d'étude en matière de stress test. Assez récemment, fin janvier, 27 janvier pour être exact, vous avez vu peut-être passer la publication du volet changement climatique des principes méthodologiques des stress tests qui ont vocation en fait à préparer un stress test climat à venir. On n'a pas la date, mais on sait qu'effectivement c'est inscrit à l'agenda de l'EIOPA. Troisième thématique étudiée par l'EIOPA, bien entendu l'ORSA. Un certain nombre de travaux, et puis Anne-Sophie reviendra en détail là-dessus un petit peu plus tard dans notre présentation. On a d'abord eu un avis concernant les attentes de l'EIOPA en matière de supervision pour l'intégration et l'utilisation de scénarios de risque liés au changement climatique. Donc là, c'était en avril 2021. Et puis ensuite, on a eu une consultation sur l'évaluation de la matérialité du changement climatique et les scénarios climatiques dans l'ORSA. Donc là, on a eu une phase qui s'est étalée de mi-décembre à mi-février, dernier mi-février. Et enfin, un exercice pilote ORSA qui est prévu bientôt, là, de mars à juin 2022. Et quatrième et dernier thème d'instruction d'études de l'EIOPA en matière de souscription non-vie. Alors, l'année dernière, c'était au mois de juillet 2021, l'EIOPA en fait, a produit un rapport sur la manière dont les assureurs et réassureurs pourraient contribuer à l'adaptation et à l'atténuation au changement climatique à travers leur politique de souscription et de tarification des produits non-vie. Alors, on est sur ce qu'on pourrait qualifier un rapport de souscription d'impact. Et assez récemment, début du mois de février, on a eu, l'EIOPA a lancé une enquête en fait, donc sur base volontaire, pour justement continuer à réfléchir sur l'adaptation au changement climatique dans la souscription de la tarification des produits non-vie. Donc voilà au niveau de l'EIOPA. Au niveau de la Commission européenne, on a deux textes assez structurants qui ont été produits. Alors, on a tout d'abord le 2 août 2021 un amendement au règlement S2 qui va entrer en application le 2 août prochain, dans quelques mois, et dont l'objectif est d'intégrer les risques de durabilité dans la gouvernance. Donc, je reviendrai un petit peu plus tard sur le détail de cet amendement au règlement S2. Donc, premier texte structurant. Et deuxième texte, alors qui est un projet de modification de la directive S2 à ce stade, qui a été émis fin septembre 2021 et qui prévoit, entre autres, pas que ça, mais en matière de durabilité, qui prévoit en fait un nouvel article 45 bis sur l'ORSA, puisque l'article 45 porte sur l'ORSA, et qui en plus au passage élargit les mandats de l'EIOPA. Courant 2022, la Commission européenne a par ailleurs informé qu'elle allait mener un dialogue sur la résistance climatique avec l'ensemble des assureurs, des réassureurs, les pouvoirs publics et les parties prenantes. L'objectif, c'est d'analyser les problèmes, les trous de couverture, le protection gap, et d'essayer de voir comment le corriger ou l'harmoniser, en tout cas au niveau européen, puisqu'il y a des fortes variations entre les différents pays de l'Union européenne. Et puis enfin, au niveau de l'IAIS, alors l'IAIS et le CIF, donc l'IAIS, juste pour rappeler pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces acronymes, donc l'IAIS qui est l'Association internationale des contrôleurs d'assurance, et le CIF qui est le Sustainable Insurance Forum,
qui est un réseau mondial des superviseurs et régulateurs d'assurance qui a été lancé en 2016 et dont l'objectif est de travailler sur les défis en matière de durabilité pour le secteur de l'assurance. Voilà, ces deux organismes ont produit différents documents courants de l'exercice 2021. Au mois de mai 2021, il y a eu un premier document d'application sur la supervision des risques liés au climat dans le secteur de l'assurance, qui a été ensuite suivi en septembre par l'édition spéciale d'un rapport assez régulier qui est produit par cet organisme sur le marché mondial de l'assurance et qui avait vocation à zoomer cette fois sur l'impact du changement climatique sur la stabilité financière du secteur de l'assurance. Et puis enfin, en novembre, le CIF, là cette fois-ci c'est le CIF tout seul, qui a publié une étude sur les risques liés à la nature. Donc en écho à ce que disait Anne-Sophie tout à l'heure, on va parler de biodiversité au sens large et ciblé sur le secteur de l'assurance. Donc ce qui est intéressant de noter dans cette étude, c'est que le CIF en fait émet des recommandations à destination du secteur de l'assurance d'une part et aussi à destination des superviseurs du secteur. Et je passe la parole à Baptiste. Oui, vous l'avez vu dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions, sinon on risque de vous assommer avec toutes ces réglementations et ces terminologies, donc ça va nous permettre de rythmer aussi, donc surtout n'hésitez pas et Inès va nous les poser petit à petit. Et si tu continues d'appuyer, on verra, puisque j'ai oublié d'enlever l'animation, donc comme ça, tout s'affichera d'un coup. En fait, l'idée, c'était de juste reprendre la map monde et de se dire finalement, les Français ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup d'autres pays ou zones géographiques qui se sont mis à mettre en place des tests et des stress tests. C'est très important. Pourquoi? Parce que les Français, c'est vrai, déjà, Cocorico, on était plutôt en pointe. On a été dans les premiers. Il y avait les Britanniques aussi, le nord de l'Europe avec les Pays-Bas. Les Australiens aussi, et si tu appuies, on verra, tout va s'afficher. Les Australiens aussi qui avaient fait ça en 2021. Mais on est pas mal suivi et pas mal aussi regardé puisque vous avez eu un stress test, enfin on ne l'a pas appelé comme ça, un exercice pilote climatique, devrais-je dire, l'année dernière. Donc si justement on va dessus et qu'on fait le focus sur la France, pourquoi c'est important? Parce que finalement ça a été un des premiers grands exercices. Ouais, tu étais bien à la page 11, super. Ça a été un des premiers grands exercices en mai 2021. La presse aussi en a beaucoup parlé avec un angle pas forcément positif puisque c'était sur l'inassurabilité in fine ou la hausse très forte tarifaire qui était une des conclusions finalement de cet exercice et qui a été d'ailleurs repris par beaucoup d'assureurs dans leur communication. Avec 15 groupes qui ont participé, comme vous le savez, à un grand exercice qui était banque et assurance, donc 15 groupes en tout cas d'assurance et 9 groupes bancaires. Si on revient sur les conclusions, donc déjà, c'était l'exposition globalement modérée, c'était un exercice qui a permis de le confirmer, en tout cas sur le risque de transition, avec des raisons qu'on connaît, puisqu'il y a l'exposition qui peut être mesurée selon la typologie des actifs, et puis une exposition pour le coup plus forte sur la baisse des taux, et une difficulté à appréhender d'ailleurs les scénarios, c'était une des critiques qui était faite entre les différents enjeux, que ce soit climat et également économique ou transformation de la société in fine. Ensuite, on l'a rappelé, l'exposition obligataire et actions généralement a été inchangée ici. Donc, il y avait aussi une volonté de transformer et de se projeter pour les assureurs et qui n'était pas toujours très bien perçue, c'est-à-dire de se dire finalement comment on va changer nos actions au-delà des hausses tarifaires. Ensuite, vous le voyez, c'était quand même une critique sur les scénarios utilisés in fine, c'est-à-dire qu'on progressera très certainement, et d'ailleurs on va voir avec le prochain exercice qui arrivera en 2023-2024, sûrement d'ailleurs 2023, et à bien comprendre le risque de contagion et de récession économique potentiellement. Enfin, le risque physique qui était mis en avant, et avec un coût des sinistres, et Anne-Sophie le rappelait avec des chiffres importants, sur un coût des sinistres multiplié par 5 à 6 dans les départements. Vous avez dû voir toutes ces cartes et les départements les plus touchés. Et la hausse tarifaire de 130 à 200% sur 30 ans. Mais si vous regardez ce que ça veut dire, finalement, ça ne fait pas des si grosses hausses que ça chaque année, mais très vite, on a des coûts d'assurance quand même très importants. Et c'est finalement ce qui a été retenu beaucoup par le marché. Donc, un exercice intéressant, riche, en même temps qui visait surtout à initier une première démarche, et une première démarche pour améliorer les ORSA, et qui est accompagné aussi par le IOPA qui consulte beaucoup sur le sujet, et tous les acteurs d'ailleurs sont mobilisés. Consultation IOPA.
Peut-être avant, il y a une petite question qu'on vient de recevoir. Et en fait, la question indique si on connaît déjà les impacts opérationnels pour les compagnies que pourrait avoir le projet de modification de la directive S2 et en particulier l'ORSA. Je me demande si ça ne vaut pas le coup de basculer sur la présentation ORSA et puis de répondre à cette question en plus derrière, sachant que Catherine présentera aussi des éléments sur un document de la CPR qui évoque des sujets stratégiques, de gouvernance, etc. Et ça pourra peut-être être un lien et répondre de manière plus précise après. Très bien. Si ça te va. Non, il faut répondre maintenant. C'est parfait. Je pense que c'est mieux effectivement d'avoir plus d'éléments par la suite. On fait ça alors. Donc, du coup, je bascule sur la partie ORSA. Donc, comme disait Catherine, sur la fin 2020, début 2021, donc en l'occurrence le 19 avril 2021, les IOPA a sorti une première opinion concernant l'utilisation dans l'ORSA des scénarios matérialisant le risque climatique. Il y avait eu une consultation avant ça, et d'ailleurs l'Institut des acteurs y avait répondu par le biais de la commission prudentielle. Et dans cette opinion, qui finalement somme toute assez courte, qui possède 6 annexes très intéressantes, puisqu'elle récapitule des pratiques de marché qui peuvent être assez intéressantes pour toute entité qui souhaiterait avancer sur ces thématiques. L'opinion met en avant des éléments clés qu'on a ici sélectionnés, et l'idée c'est de pouvoir aussi les illustrer par le biais de la nouvelle consultation qui est sur laquelle nous avons répondu avec l'Institut des actuaires le 10 février dernier. Cette opinion, elle pose le fait que l'ORSA, et même en intégrant des scénarios climatiques, a bien pour objectif d'évaluer et de discuter la résilience et la robustesse d'une stratégie, ce qui est bien là l'essence même de l'ORSA. Il y a un point particulier sur le court terme, long terme, donc l'horizon de temps, à travers l'appréhension du risque climatique, qui dans cette opinion était évoqué à la fois dans une vision long terme, mais aussi dans un point de vue court terme. Que l'évaluation qui doit se faire sur ces scénarios doit notamment utiliser 2 scénarios, un qui est inférieur à 2 degrés, voire 1,5 degré, et un qui dépasse les 2 degrés. Qu'il est préconisé pour mesurer la robustesse et la résilience de plutôt s'appuyer sur des scénarios propres, dans la mesure où plus les scénarios seront adaptés à l'activité même de l'entité, évidemment, l'évaluation des risques qui sont associés est plus pertinente. C'est bien le principe de l'ORSA avec les On Risk Assessment. La gravité des expositions peut être évaluée par une combinaison d'approches quantitatives évidemment et aussi qualitatives à travers la vision de risque de transition et risque physique, et en voyant aussi les choses d'un point de vue matrice de risque à travers le listing qu'on a vu en introduction en risque de transition, risque physique, mis en perspective des risques prudentiels plus classiques finalement, risque marché, risque contrepartie, souscription, opérationnel, stratégique. Et que quoi qu'il en soit, comme tout ORSA et comme toute appréhension de ce pilier 2, solvabilité 2, le tout se fait en évolution et en amélioration du processus sous-jacent. Donc si on prend ces éléments et qu'on voit maintenant de manière un tout petit peu plus détaillée ce qui s'est fait dans la consultation à laquelle on a répondu début février. Déjà, elle est constituée en 3 parties, cette consultation. Une première qui est là pour présenter un peu les éléments d'ensemble. Une deuxième qui est là pour préciser la matérialité et les scénarios climatiques. C'est là la nouveauté par rapport à l'année passée, c'est que cette consultation, elle concerne à la fois l'utilisation de scénarios, mais elle rajoute une étape en amont qui est celle d'évaluer la matérialité au changement climatique. Et donc, on a voulu ici, avec le groupe de travail, vous présenter les 3 sujets qui nous apparaissaient clés. Le premier qui est l'intégration spécifique finalement du climat dans l'ORSA, comment est-ce que ça s'appréhende. Et puis après, on verra sur la slide suivante les 2 aspects, à la fois d'évaluation de la matérialité et puis ce principe de scénario climatique. Concernant l'intégration des spécificités du changement climatique dans l'ORSA, finalement, l'idée, c'est que le climat s'intègre dans toutes les parties, que ce soit, non, c'est toujours la précédente, que ce soit au niveau de la cartographie des risques, que ce soit au niveau de l'évaluation du risk appetite, du profil de risque, de l'évaluation des risques, des scénarios d'analyse et ainsi de suite, jusqu'au management action et aux conclusions et au processus itératif. Ce qui pose évidemment problème, et c'est ce que d'ailleurs l'EIOPA met dans sa consultation, c'est la prise en compte de l'horizon de projection qui est différent.
Vous voyez sur le schéma ici présent que sur une vision business time, on est plus sur du moyen terme à horizon 10 ans, alors que le climat va plus être sur du court terme à ce même horizon-là. Et donc, le principe, c'est comment appréhender la vision climatique et l'intégrer dans un ORSA classique. C'est en tout cas ce qu'on a voulu comprendre, c'est que c'était bien un unique ORSA et que c'est dans cette démarche-là qu'il fallait intégrer l'appréhension du risque climatique pour aussi adapter et modifier éventuellement le plan stratégique qu'on envisage sur l'horizon de temps de l'ORSA. Ce qui pose aussi interrogation, c'est en termes de fréquence. Compte tenu du détail de données et d'informations nécessaires pour intégrer le climat dans un ORSA, la question se pose sur le fait que cette analyse soit faite tous les ans ou pas. Dans le papier de 2021, il est plutôt évoqué que ça ne serait pas à réaliser tous les ans, sans forcément préciser en tant que tel à quel horizon de temps il faudrait et sous quelle fréquence il faudrait intégrer ces aspects climatiques. Et puis après, de manière plus spécifique, ça demande évidemment un certain nombre de données et d'informations. En introduction, il y a aussi des sujets qui sont associés à la biodiversité. Il y a des sujets qui sont associés à la durabilité en tant que telle et des éléments sociaux. Dans quelle mesure les critères devraient être intégrés aussi en amont pour intégrer le climat dans l'ORSA? Tout ça reste des interrogations qu'on a soumises à travers notre réponse à la consultation. Si on passe à la slide suivante et à l'étape de l'évaluation de la matérialité. Je remarque qu'on n'arrive pas spécialement bien à lire finalement ce qui est écrit, j'en suis désolée. En tout cas, on a voulu vous présenter dans cette slide-là le processus qui est proposé par les IOPA pour évaluer la matérialité. Et donc, vous avez une première étape qui est celle de définir le contexte du business. Donc déjà, est-ce que vous êtes vie, non-vie et ou en tout cas spécifié sur le business sur lequel vous êtes. La deuxième étape qui est de rechercher les impacts du changement climatique sur ce business. Ensuite, d'évaluer le critère d'importance de cette évaluation sur le business. Et puis enfin, pour tous les risques qui seraient évalués comme étant matériels, de procéder à une évaluation par le biais de scénarios liés au changement climatique. Et pour tous ceux qui ne seraient pas matériels, de pouvoir finalement expliquer en quoi ils ne le sont pas. Vous voyez d'ailleurs sur la droite finalement le graphique qui est la résultante de cette analyse qu'ils mènent dans une partie complète qui est fait à peu près 100 pages où ils prennent 2 cas de sociétés factices, une vie, une non-vie, et dans lequel ils vont évaluer à la fois les risques physiques de souscription, les risques physiques et de transition également sur la partie marché, et ils vont par le biais d'une analyse plutôt qualitative évaluer dans quelle mesure, sur chaque horizon de temps donné, l'impact est plus ou moins fort et la probabilité est plus ou moins également forte. Ce qui ressort de ça, et vraiment l'élément qu'on a mis dans la réponse, c'est que vu de nous, pour évaluer la matérialité, même si on peut le faire de manière qualitative comme c'est fait, c'est quand même particulièrement lié à une trajectoire, à la fois de température et aussi et surtout à une trajectoire de transition qui serait envisagée. Et donc, vu de nous, sans rendre plus complexe le processus qui est déjà particulièrement nouveau et qui demande un certain nombre d'informations et de connaissances de tous ces sujets, il serait important de pouvoir intégrer différentes trajectoires, celles qui définissent si on est dans une transition qui est finalement ordonnée ou désordonnée à minima, et voire même aller plus loin dans les typologies des trajectoires qui seraient envisagées, toujours en rapport avec le business. Une fois donc qu'on a évalué la matérialité, pour les risques qui sont effectivement matériels, le principe de l'EIOPA, c'est de dire, vous définissez ensuite des scénarios qui permettent de transformer le risque climatique à travers ces scénarios et d'évaluer l'impact financier dans un cadre ORSA type besoin global de solvabilité, toutes les conséquences de ces risques qui sont considérés comme matériels. L'EIOPA semble préconiser pour toute cette partie scénario, comme elle l'a fait en 2021, l'utilisation de scénarios propres. Vu de nous, et c'est ce qu'on a poussé à la réponse,
c'est qu'il devrait y avoir des premiers scénarios de proposés pour faciliter le lancement d'un ORSA qui intègre cette approche climatique, et de telle sorte à ce que les enjeux climatiques soient plus facilement appréhendables, parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'évoluer en termes de formation, vous avez besoin d'évoluer en termes d'appréhension et de connaissances, et même si c'est intégré dans un ORSA qu'on connaît, ça demande quand même des gros changements et une appréhension différente de ce risque qui est plus long terme, mais qui est bien à intégrer dans le processus global. Et puis, dernier point qui fait partie finalement de l'ensemble, c'est que la consultation met en évidence la problématique aussi des moyens, à la fois humains et aussi par rapport aux outils et aux données nécessaires pour mener à bien un tel exercice. Et on a fait aussi une réponse en ce sens pour qu'il y ait des structures et des choses qui soient faites, par exemple, par l'IOPA ou par la CPR ou autres, et qui facilitent la mise en place d'un tel exercice. Et dans les ouvertures au niveau de l'ORSA, il est prévu entre mars et juin, donc normalement très prochainement, l'EIOPA devrait partager des informations sur un exercice pilote qui serait mené pour illustrer spécifiquement ce qui a été fait dans le cadre de cette consultation et les réponses qui ont été données. Je te relaisse la main, Catherine. Merci Anne-Sophie. Je vois que le temps tourne, donc on va peut-être accélérer. Je suis désolée si on passe un petit peu plus vite sur les autres slides. Alors, déjà, ce qui est important, c'est de revenir peut-être sur un texte qui est d'application directe là, au 2 août prochain, à savoir l'amendement au règlement S2 concernant l'intégration des risques en matière de durabilité dans la gouvernance des entreprises d'assurance et de réassurance. Alors, ce qu'on entend par risque en matière de durabilité, on va reprendre la définition qui est celle de la SFDR et qu'Anne-Sophie vous a présentée en début de présentation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un texte qui est vraiment très court, 4 pages, mais par contre, la mise en œuvre va poser quand même un certain nombre de questions. Le texte, en fait, aborde 3 domaines. Donc, d'une part, l'ORSA. Alors, ce qui prévoit comme terme de modification, c'est l'intégration des risques de durabilité dans le BGS. En matière de gouvernance, ce qu'il prévoit, c'est qu'on intègre l'ensemble des risques de durabilité dans l'ensemble du système de gouvernance, et il va venir modifier les rôles de 2 fonctions clés. Donc, la fonction clé gestion des risques, d'une part, avec l'obligation d'identifier et d'évaluer les risques en matière de durabilité. Donc, on rajoute une couche, une nouvelle dimension de risque. Et puis, la fonction actuarielle, qui doit avoir prévu d'intégrer en fait dans son avis sur la politique de souscription des effets sur les risques de durabilité. Donc, ça ne veut pas dire que les autres fonctions clés ne sont pas concernées, parce qu'elles vont l'être de manière, on va dire, par voie de conséquence, que ce soit l'audit ou la conformité, bien entendu, qui vont devoir aussi rajouter ces nouvelles dimensions dans leurs travaux, même si c'est indirect et ce n'est pas prévu de manière textuelle dans l'amendement au règlement S2. Et puis enfin, le dernier domaine de modification du règlement en matière de système de gestion des risques, on a bien entendu les politiques de souscription, de provisionnement et de gestion du risque d'investissement qui sont obligatoirement à amender pour y intégrer les risques de durabilité. On ne sera pas surpris au regard des fonctions gestion des risques et actuarielles et dans le courant de la finance durable, bien entendu. Sur la politique de rémunération, peut-être qu'on pouvait peut-être moins s'y attendre. On a une mention spécifique qui est effectivement d'inclure des informations sur la manière dont l'entreprise tient compte de l'intégration des risques en matière de durabilité dans le système de gestion des risques. Et puis, tout le pavé en fait d'investissement, donc là qui va faire écho en fait avec la SFDR. Alors, c'est vrai qu'on l'a dit au début, on n'a pas pour objectif dans notre présentation de planter le décor complet et le cadre de la SFDR, de l'article 29 ou de la taxonomie, mais il y avait vraiment un avancement qui est, on va dire, parallèle entre l'évolution d'S2 et puis le cadre global de gestion des risques, dans lequel forcément on va devoir prendre en compte comment on intègre en matière de risque de durabilité ces risques dans les investissements. On va peut-être passer du coup au slide suivant. Voilà. Merci. Donc, sur l'autre texte qui est la proposition de directive qui a été publiée en septembre dernier, qui prévoit beaucoup de choses, mais nous, si on fait le zoom sur la durabilité, on a ce projet de nouvel article 45 bis sur l'analyse des scénarios climatiques qui est envisagé
et donc qui prévoit en fait 2 grandes étapes. La première étape, c'est déjà une évaluation par l'entreprise sur son exposition au risque en matière de changement climatique. Donc, à savoir répondre à la question, est-ce que son exposition est significative ou pas? Et puis, deuxième point, en fait, elle doit apporter la démonstration de l'importance de son exposition au regard de ces risques, cette fois-ci dans l'ORSA. Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, si à la question sur le niveau d'exposition significative, l'entreprise répond oui, à ce moment-là, on passe à la deuxième étape et il lui est posé comme obligation de préciser au moins 2 scénarios de changement climatique à long terme. Un scénario dans lequel l'augmentation de la température mondiale va rester inférieure à 2 degrés et un autre dans lequel l'augmentation de la température mondiale va être supérieure ou égale à 2 degrés. En matière de récurrence, donc ça fait écho aux questions de tout à l'heure lors de la consultation évoquée par Anne-Sophie, le projet de directive précise que la première étape en matière d'évaluation par l'entreprise doit se faire de manière régulière, à savoir au maximum tous les 3 ans. Et on va retrouver cette périodicité de 3 ans dans la deuxième étape, c'est-à-dire sur la révision des scénarios en matière de périodique, en matière, et éventuellement aussi ajustement des scénarios le cas échéant. Alors par contre, toutes les entreprises ne vont pas forcément rentrer dans ce cadre obligatoire, puisque par ailleurs, en fait, le projet de directive en fait, prévoit une nouvelle catégorie d'entreprises, les entreprises à faible profil de risque, prévues par le nouvel article 29 bis. Et donc, les entreprises qui vont rentrer dans correspondre à cette définition-là vont être exemptées à la fois de la phase de réalisation de scénarios de changement climatique, tel qu'envisagé par le projet de directive, et par l'obligation d'évaluation de l'impact sur l'activité de l'entreprise. Donc, on a aussi, à l'intérieur de ce projet de directive, un nouvel article 304 bis qui va en fait élargir les mandats de l'EIOPA en matière de risque de durabilité. Première chose qui n'est pas forcément surprenant, mais c'est quand même inscrit, c'est-à-dire qu'il est confié en fait à l'EIOPA la responsabilité d'étudier s'il conviendrait de réserver en fait un traitement prudentiel spécifique aux expositions associées aux actifs ou aux activités étroitement liées à des objectifs environnementaux et ou sociaux. Et puis, deuxième mandat confié à l'EIOPA, c'est celui d'un réexamen régulier du champ d'application du calibrage des paramètres de la formule standard, on l'a évoqué tout à l'heure, en matière de révision en fait, du module catastrophe naturelle de la formule standard. Ce qui est attendu, c'est que pour fin juin 2023, l'EIOPA fournisse à la Commission un rapport avec l'ensemble de ses conclusions. Et puis enfin, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'EIOPA a quand même un agenda finance durable 2022-2024 assez chargé. Ce qui est intéressant de relever, c'est que dans la communication qui a été associée à la publication de cet agenda en décembre dernier, l'EIOPA a bien rappelé en fait le cadre dans lequel s'inscrivent ces travaux, à savoir qu'en matière de finances durables, son objectif, c'est de garantir que les réassureurs, les assureurs et les fonds de pension professionnels au passage, intègrent les risques de durabilité dans leur gestion des risques et qu'en même temps, elles contribuent à une société durable par le biais de leurs investissements, mais aussi de leurs produits et services. Alors, on n'a pas le temps de voir point par point l'ensemble des 7 thèmes qui sont prévus dans l'agenda de l'EIOPA. Ce qu'on peut peut-être avoir en tête, c'est qu'on va retrouver à l'intérieur de ces 7 thématiques la mention en fait, au stress test climat qu'on a évoqué tout à l'heure, de manière intersectorielle aussi avec le domaine bancaire. On va aussi avoir un regard qui va être porté par l'EIOPA sur le cadre de commercialisation des produits et puis de voir dans quelle mesure les entreprises doivent être vigilantes en matière de greenwashing. Donc, il y aura un regard porté précisément sur ces sujets par l'EIOPA. En matière de surveillance des risques ESG, Anne-Sophie en a parlé tout à l'heure, on va avoir un exercice pilote ORSA climatique. Et ce qu'envisage aussi l'ORSA dans le même temps, c'est de mener une analyse des coûts et des performances passées des produits ESG. Donc, le calendrier n'est pas davantage précisé,
mais d'ici 2024, elle devra avoir produit son étude, et d'analyser en fait les comportements en matière de produits ESG et d'essayer de voir aussi également comment les éventuelles mesures de greenwashing peuvent influencer les comportements et choix des produits. Et peut-être aussi le point 6 qui est assez intéressant de noter, c'est que le IOPA en fait, a pour objectif de faire la promotion, de constituer en fait, un centre de modélisation open source et de données en fait. Donc là aussi, peut-être une éventuelle réponse aux questions posées lors de la phase de consultation évoquée par Anne-Sophie tout à l'heure. Alors maintenant, pour revenir un petit peu en détail et puis essayer de voir si on arrive à répondre aux questions posées par la personne tout à l'heure sur les aspects, on va dire, plus opérationnels et pratiques. Alors, vous avez vu tout à l'heure, le 17 février, on a évoqué la publication par la CPR d'une note sur la gouvernance des risques liés au changement climatique. L'objectif de cette note, en fait, c'est vraiment d'apporter des idées, de servir d'inspiration, on va dire, à l'ensemble du marché, puisqu'en fait, ce n'est pas une note, c'est pas un guide méthodologique, c'est une note qui a été produite de manière co-construite avec une vingtaine de groupes d'assurance et de réassurance, ainsi que 3 fédérations professionnelles, pour partager tout un ensemble de bonnes pratiques et aussi donner des clés assez concrètes sur la manière d'intégrer les risques de durabilité dans le système de gouvernance. Alors, on a 5 grands domaines en fait, qui ont été passés au crible en fait, par cette note. On a un domaine d'abord stratégique, c'est-à-dire de donner en fait, quelques clés en fait, d'études aux organismes pour, par exemple, regarder comment les risques de durabilité vont avoir un impact sur leurs produits, sur leurs investissements, mais plus largement en fait, sur leur modèle d'affaires. Deuxième sujet en fait, de nature stratégique, c'est d'identifier en fait, les éventuelles externalités négatives que leur activité peut engendrer. Donc là, on est vraiment en écho avec le principe de double matérialité, c'est-à-dire l'impact de l'environnement sur l'entreprise et l'impact de l'entreprise sur son environnement, l'environnement étant pris bien entendu au sens large. En matière de stratégie, on a aussi comme possibilité de fixer des objectifs stratégiques à long terme, mais tout en n'oubliant pas en fait, de les jalonner avec des objectifs cette fois-ci plutôt calibrés à court terme, à 3 à 5 ans par exemple. Et bien entendu, le corollaire, c'est d'identifier des indicateurs à la fois quantitatifs et qualitatifs qui vont venir en appui, en validation des outils de mesure de ces objectifs stratégiques. Deuxième dimension, la gestion des risques. Alors là, on va retrouver, voilà, on pourrait avoir des redites par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, de manière assez invariable. On va retrouver, on va dire, l'ensemble du champ lexical du système de gestion des risques. Donc, on va retrouver des sujets de politique de gestion des risques, bien entendu l'ORSA, la cartographie des risques, qui paraît effectivement incontournable. Si on parle de gestion des risques, on va parler d'appétit au risque et de calibrage. Donc voilà, donc là, rien de forcément très nouveau, mais c'est toujours intéressant d'avoir un récapitulatif qui peut lister certaines bonnes pratiques. En matière d'organisation, alors là, on va avoir 2 types de registres d'organisation au niveau opérationnel et au niveau aussi, on va dire, plus politique. Des bonnes pratiques peuvent être, par exemple, d'identifier au niveau des instances de gouvernance un comité, plus précisément, par exemple, une personne même qui peut être chargée de la définition du suivi de la mise en place de la stratégie en matière de politique climat, par exemple. Ce qui est important de relever, c'est qu'il est particulièrement utile de définir et de clarifier les rôles et responsabilités entre les différentes directions. Il a été relevé, par exemple, que la fonction RSE était particulièrement importante, puisque c'était maintenant à elle qu'incombait la charge d'avoir une vue globale sur la politique climat de l'entreprise. Donc ça, c'était assez important, puisque l'ensemble des organismes du secteur de l'assurance n'ont pas forcément tous une fonction RSE et en plus pas forcément dimensionnée sur l'ensemble de ces sujets. Et enfin, en matière de comitologie, aussi également intéressant de se poser la question de savoir comment faire évoluer le processus décisionnel et puis d'inscrire à l'ordre du jour des bons comités les sujets de climat et de les aborder de manière assez régulière. Donc enfin, en matière d'organisation,
pour impliquer l'ensemble des directions opérationnelles. Fixer des objectifs peut être considéré aussi comme une bonne pratique. Quatrième rubrique, la sensibilisation. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort de manière générale, impact dans le secteur de l'assurance. La formation, la sensibilisation, là aussi de manière transverse, pas uniquement au niveau des directions opérationnelles, mais aussi au niveau de l'ensemble de la gouvernance. Prévention, conseil, prévention des risques et conseil aux assurés, donc aussi de la sensibilisation quelque part et de l'information. On va retrouver de la transparence sur les stratégies, d'essayer d'apporter des indicateurs de mesure sur les effets de ces stratégies et quelles ont été finalement les portées en fait, des actions qui ont été envisagées, donc dans un registre en fait, aussi de sensibilisation et d'information. Et enfin, dernière rubrique, en matière de communication. Alors là, de toute façon, on est dans une mouvance déjà qui est prise par la future CSRD qui va remplacer la NFRD. Et donc, inévitablement, on a un processus de révision et de renforcement du reporting extra-financier qui est enclenché. Mais on peut déjà aujourd'hui regarder un petit peu plus précisément comment enrichir ces rapports, de vérifier aussi quelle cohérence on peut avoir entre les différentes publications, que ce soit par exemple dans la SFCR, dans les DPEF et dans la NFRD, demain la CSRD, et qui vont forcément inévitablement engendrer une montée en compétences des équipes qui aujourd'hui sont en charge de ces travaux, et aussi un accompagnement en matière de formation et puis probablement de dimensionnement, d'évolution de taille des équipes. Donc voilà un petit peu pour le panorama un petit peu plus concret de la manière dont on peut imaginer la mise en œuvre de l'intégration des risques climatiques en matière de gouvernance. Si tu veux y aller. Allez. Bon, en conclusion, de toute façon, on va faire court pour garder en fait quelques minutes pour les questions. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, on a une inflation aussi réglementaire. On parlait tout à l'heure de révolution. Là, je pense qu'effectivement, le petit graphique qui vous est présenté illustre bien avec la courbe un peu exponentielle. Quand on vient rajouter en fait tous les textes de nature, en matière de finances durables, on se rend compte qu'effectivement, depuis 2020, on a un nombre très élevé de textes. Et qu'on a aussi, donc là on ne voit pas la suite du graphique, mais on a d'autres textes aussi qui vont arriver. Donc forcément, quand on regarde ce graphique, on comprend tout de suite que l'ensemble des métiers et l'ensemble des directions des organismes vont être concernés, que ce soit bien entendu en matière de gouvernance, on vient de le voir via la note de la CPR, de stratégie et de gestion des risques. En n'oubliant pas que pour effectivement mettre en œuvre l'ensemble de cette gestion des risques, un certain nombre d'indicateurs et d'objectifs vont être nécessaires. Et il nous reste quelques minutes peut-être pour… Oui, il nous reste quelques minutes. Des questions auxquelles on pourrait répondre. Effectivement. Donc, on a une première question concernant les scénarios climatiques et qui demande à fournir un quelconque cadre théorique de modélisation de ces scénarios et en particulier concernant les prix des actifs financiers. Alors, en tout cas, sur la consultation qui a été menée là, et à laquelle on a répondu, il n'y a aucun élément de ce type-là. Le seul point, c'est qu'il y a eu une illustration avec l'utilisation de scénarios basés sur les scénarios du NGFS avec un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés pour évaluer ces éléments-là. Et c'est un peu la raison pour laquelle on aimerait, dans la suite, qu'il y ait des éléments de base qui puissent être envisagés en fonction d'une évolution de température aussi, inférieure à 2 degrés, supérieure à 2 degrés, pour faciliter cette appréhension-là. Et finalement, aujourd'hui, le seul moyen d'avoir ce type d'information, c'est de prendre des stress tests qui ont déjà été réalisés, comme l'évoquait Baptiste, il peut y avoir au niveau français, au niveau UK, et en définitive, aujourd'hui, tous les pays ont ou vont mettre en place un stress test ou un exercice pilote. Il y a une roue assez bien faite au niveau du site du NGFS, puisque tous les scénarios sont principalement issus de cette base-là, et qui met en exergue tous les pays en fonction de leur état d'avancement en cours ou à venir de ces exercices pilotes. Donc, c'est là-dessus qu'on peut aller chercher de l'info pour faire des travaux, notamment ORSA, sur des scénarios au niveau des investissements.
Merci Anne-Sophie. On a une deuxième question qui s'interroge sur la quantification des impacts et plus précisément au-delà des projections. Est-ce qu'il existe des initiatives du secteur de l'assurance pour quantifier les impacts observés sur l'activité d'assurance attribuables à ce changement? Donc, ce serait plutôt des impacts physiques, a priori. J'imagine que c'est au global, y compris physique. Pour le coup, le papier France Assureur avec la perspective 2040, elle essaye de splitter la part attribuable au changement climatique par rapport à une part d'augmentation de richesse, que ce soit des habitations et autres, qui est évidemment évaluée dans le coût de l'assurabilité et qui peut d'une certaine manière mettre en exergue dans quelle mesure le changement climatique est la cause liée à ce changement et aux coûts qui sont associés. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si vous voulez compléter, je vous laisse compléter. Sinon, on a une question concernant l'ORSA et plus précisément sur l'horizon. Et du coup, qui s'interroge en disant, faut-il comprendre que l'horizon de projection serait différent dans l'ORSA vs celui du plan stratégique? Ça fait partie des questions qu'on a posées. Si vous voulez compléter, hein, Catherine, Baptiste, vous y allez. Ça fait partie des questions et des réflexions qu'on a remontées à la consultation, telles qu'on le comprend. C'est qu'il y a une première analyse à faire suivant la trajectoire ou ce qu'on envisage au niveau du changement climatique, qui ensuite va directement influer la vision court-termiste, ou en tout cas celle du business plan, à horizon 5 à 10 ans en fonction de la typologie d'activité. Et que dans ce prisme-là, finalement, l'horizon de temps du climat soit utilisé pour le voir à plus court terme dans le business, mais qu'il n'y ait pas d'appréhension de deux horizons de temps ni de deux ORSA climatiques qui seraient dissociés. L'intérêt, c'est bien d'avoir le climat transversal partout. Et c'est vrai que dans la note de la CPR, alors c'est vrai que c'est une note de bonne pratique, hein, donc ce n'est pas du tout obligatoire, mais il y a exactement cette dimension de quelque part de succession de temps court dans un temps long. C'est-à-dire de dire effectivement, même si on peut envisager que le changement climatique a des répercussions sur moyen terme, on va dire éventuellement long terme, tout dépend de ce qu'on entend comme moyen et long terme, il ne faut pas oublier d'avoir en fait une trajectoire qui prévoit des jalons intermédiaires à plus court terme, c'est-à-dire 3 à 5 ans, qui en règle générale sont les horizons de temps qu'on va retrouver dans les ORSA. Et donc effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir que la CPR a bien pointé le doigt sur la cohérence qu'il doit y avoir. On peut avoir des 3 à 5 ans, bien entendu, mais il faut que ça s'inscrive dans une trajectoire à plus long terme. Ok. Et je vous propose une dernière question, si ça vous va. Donc, c'est une question qui s'interroge sur comment est-ce qu'une entreprise demain va-t-elle anticiper la politique gouvernementale, par exemple concernant le prix carbone ou la politique du coût de l'énergie. Au final, c'est un peu le même sujet que celui de l'anticipation de l'inflation ou pas, qui peut être au gré et au vent des décisions diverses et variées. C'est un peu prévoir une hausse des taux et prévoir une baisse des taux. De la même manière, c'est anticiper une évolution. C'est pour ça que le sujet qu'on évoquait dans l'ORSA, avoir plusieurs scénarios en amont, un de transition ordonnée, l'autre désordonnée, a un sens pour, d'une certaine manière, pouvoir un peu anticiper tous les cas de figure. Très bien. Malheureusement, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions au vu de l'heure, mais n'hésitez pas, si jamais vous avez besoin de compléments d'informations, à les envoyer directement au groupe de travail concerné. Cette présentation sera disponible aussi sur la chaîne YouTube de l'Institut des actuaires. Merci beaucoup à tous les trois, Anne-Sophie, Baptiste, Catherine, d'avoir accepté de nous faire part de vos travaux. Et merci à tous pour votre participation. Et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.